de ce matin, 608e jour de guerre en Israël. Il y a toujours 58 otages à Gaza. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ivana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Alors on parle ce matin d'un drone. On va évidemment revenir sur ce veto des États-Unis à l'ONU, mais d'abord ce drone qui a été lancé vraisemblablement depuis le Yémen hier à nouveau vers le territoire israélien. Oui, ça a indiqué avoir intercepté un drone en provenance du Yémen, au sud d'Israël. Il n'y a pas eu de blessés. On sait que les milices houthis pro-iraniennes au Yémen tirent maintenant quasi quotidiennement, principalement des missiles balistiques contre Israël. Plus de 45 depuis le milieu du mois de mars, depuis la reprise de l'offensive israélienne à Gaza, et depuis que les États-Unis ont signé un cessez-le-feu séparé avec la milice houthi au Yémen. Donc encore une attaque hier enrayée par Tsahal. Et puis on parle aussi de ce qui se passe sur le front nord en Syrie. Ce sont des explosions qui ont été entendues notamment dans la région de Hama. Alors est-ce qu'il s'agit d'un raid de Tsahal? Est-ce que ça a été confirmé par l'armée israélienne? Le raid n'a pas été confirmé. Pour l'instant, on parle d'une frappe attribuée à l'aviation de Tsahal qui a visé hier une base militaire dans le sud de la Syrie. Il faut rappeler qu'avant-hier soir, 2 roquettes tirées du sud de la Syrie s'étaient abattues sur le Golan sans faire de blessés. Une organisation inconnue, le Front de résistance islamique, avait revendiqué l'attaque, la première depuis la chute du régime d'Assad à la fin du mois de novembre. Israël avait averti le nouveau régime syrien qu'il serait tenu pour responsable de toute attaque ou menace en provenance de son territoire. Le gouvernement d'Ahmed Acharé à Damas avait indiqué qu'il allait enquêter et qu'il ne voulait menacer aucun pays de la région. Alors, au chapitre diplomatique, on y vient, c'est bien sûr le grand titre de l'actualité, Pascal, ce projet de résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza sans conditions préalables. On sait que les États-Unis ont apporté leur soutien hier à Israël en opposant leur veto. Oui, c'est le veto américain qui a bloqué une nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui appelait à un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition à Gaza entre Israël et le Hamas. Si le texte mentionnait la libération des otages, il n'en faisait donc pas une condition au cessez-le-feu. La résolution a été approuvée par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais les États-Unis ont donc fait usage de leur droit de veto. Cette résolution aurait compromis les efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu et aurait renforcé le Hamas. Les États-Unis ont été clairs, nous ne soutiendrons pas de mesures qui ne condamneraient pas le Hamas et qui ne l'appelleraient pas à déposer les armes et à quitter Gaza, a déclaré l'ambassadrice américaine. Et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a, lui, remercié les États-Unis pour leur soutien et dénoncé le texte de la résolution. Vous choisissez la voie de la capitulation, vous choisissez une voie qui ne mène pas à la paix, mais seulement à plus de terrorisme, a déclaré Danny Danon. Donc on voit que malgré l'isolement diplomatique croissant qu'affronte Israël au cours de ces dernières semaines, les États-Unis restent aux côtés d'Israël, et en particulier donc au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, puisqu'on parle des États-Unis, on l'a appris dans la nuit, Donald Trump a décidé d'interdire l'entrée sur le sol américain à 12 pays étrangers. Alors on a l'Iran notamment, le Soudan, le Yémen. Ça aussi, c'est une marque de soutien à Israël selon vous, Pascal ? C'est d'abord une décision prise par le président des États-Unis pour la sécurité, évidemment, de son territoire. Si elle vient en plus, évidemment, s'inscrire dans un soutien diplomatique à Israël, oui. C'est une bonne chose. Mais disons que la première préoccupation du président américain, c'est évidemment de maintenir la sécurité à l'intérieur des États-Unis et notamment aussi de lutter contre l'antisémitisme croissant, tel qu'on l'a vu encore avec cette attaque ce week-end d'un Égyptien contre un groupe de la communauté juive de Boulder au Colorado. Alors on parlait de cette résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu à Gaza. À Gaza, justement, est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui se passe sur le terrain? On sait que, alors que l'aide humanitaire devait reprendre aujourd'hui, apparemment ce matin, elle restera bloquée, Pascal. Oui, le GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, a indiqué cette nuit que ses centres de distribution restaient fermés hier
rouvrirait aujourd'hui, mais plus tard que prévu, sans préciser ni à quelle heure ni quel centre serait rouvert. La mesure de fermeture hier avait été décidée après plusieurs incidents violents afin de réorganiser et de renforcer la sécurité. Tsahal, de son côté, avait démenti avoir tiré sur les civils qui venaient retirer des colis de vivres, mais avait confirmé qu'il y avait bien eu des tirs contre des groupes suspects qui s'étaient approchés de soldats, apparemment des civils qui s'étaient perdus à l'intérieur des zones de combat. On sait que le Hamas, évidemment, voit d'un très mauvais œil la mise en place de ce nouveau programme humanitaire qu'il voit comme une atteinte à son emprise directe sur la population de Gaza. C'est d'ailleurs pour cela qu'il multiplie les accusations mensongères à l'égard d'Israël en affirmant que Tsahal ouvre le feu délibérément sur la foule des civils palestiniens, ce qui est donc, on comprend, absolument faux. Et puis hier soir, la chaîne publique israélienne Cannes a révélé que le gouvernement Netanyahou aurait approuvé le virement de 700 millions de shekels, soit environ 175 millions d'euros, pour financer ce nouveau programme d'aide humanitaire à Gaza, une information qui a été démentie par le bureau du Premier ministre. On va rester sur le terrain et on a besoin de vous aussi, Pascal, pour y voir un petit peu plus clair, puisqu'il y a beaucoup d'infos qui circulent à propos de cette flottille, la flottille Madeleine, avec à son bord Greta Thunberg et Rima Hassan. Apparemment, le navire pourrait être bloqué désormais des eaux territoriales israéliennes. Est-ce qu'on a plus d'infos là-dessus, Pascal ? Là, il y a maintenant une confirmation formelle de Tsahal que la flottille pour Gaza, donc affrétée par des militants pro-Hamas, ne serait pas autorisée à s'approcher de la côte de Gaza. Il faut pour cela évidemment traverser les eaux territoriales israéliennes, mais surtout le blocus naval imposé par Tsahal à la bande de Gaza. Donc, la flottille pro-Hamas de Greta Thunberg ne sera pas autorisée à accoster à Gaza. Un dernier mot sur ce qui se passe sur la scène politique israélienne. Des révélations de la chaîne 13 en Israël hier, Benjamin Netanyahou, qui se serait entretenu avec un rabbin pour faire virer Yoav Gallant et d'autres ministres notamment. Est-ce qu'on peut faire peut-être brièvement un point là-dessus, Pascal ? Alors, on y reviendra évidemment sur cette crise politique qui ne fait que croître depuis quelques heures. En tout cas, sur ce point, il s'agissait d'une conversation entre Benjamin Netanyahou et le Rav Hirsch, un des rabbins du mouvement orthodoxe lituanien, à qui il a expliqué avoir révoqué le chef d'état-major Herzi Halevi et le ministre Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense, justement pour permettre le passage d'une réforme du service militaire en faveur du secteur ultra-orthodoxe. Eh bien, merci beaucoup. On y reviendra avec vous, Pascal, avec grand plaisir tout à l'heure, peut-être à partir de